Bien, bienvenue à toutes et tous pour ce retour d'expérience du groupe Société Générale, où nous allons vous présenter tous les trois les concepts et pratiques de l'architecture agile. Alors, fort de notre transformation vers l'agilité qui a démarré vers 2011, nous aborderons durant cette conférence nos convictions et puis aussi les principes sur l'adaptabilité et les pratiques qui permettent de faire évoluer un système tout en continuant à le développer. Donc, durant cette conférence, nous parlerons d'équilibrage, de job to be done, d'IPA. Alors attention, spoiler, on ne va pas parler de la fermentation de la bière ici. Désolé. De refactoring, de domain driven design, et puis aussi d'architecture decision record. Donc si tous ces sujets vous inspirent, on va commencer très rapidement. Mais n'oubliez pas que la JID vous offre aussi 3 conférences en parallèle. Donc n'hésitez pas non plus à appliquer la logique des 2 pieds. Allez, le temps de faire votre choix, je vais laisser mes collègues se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Florence Camps. J'ai 15 ans d'ancienneté dans le groupe Société Générale. J'ai commencé d'abord sur tout ce qui était assurance, donc j'ai été chef de projet, manager et responsable de domaine applicatif. Et puis j'ai commencé avec l'agilité en étant Scrum Master. Et après avoir été Scrum Master, je suis venue dans le groupe au Centre Agile avec Emmanuel et j'ai été formée coach professionnel ensuite. Et maintenant, plus récemment, coach agile. Jérôme. Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Régnier, je suis architecte d'entreprise. J'ai travaillé dans le conseil, dans des startups, dans le secteur public et depuis 10 ans, je travaille à la Société Générale, la banque, le groupe bancaire, pour développer le cadre d'architecture et le référentiel d'architecture. Et je suis par ailleurs un des co-auteurs du standard de l'Open Group, Open Agile Architecture. Emmanuel. Merci Jérôme. Pour ma part, je suis Emmanuel Dumont. J'ai une petite vingtaine d'années d'expérience dans l'IT, en gestion d'experts, pilotage et soutien du changement à grande échelle. Et je suis également chapter manager au sein du LACE, qui a récemment regroupé en ce début de 2024 l'ensemble, enfin une cinquantaine de coachs qui sont issus en fait des centres agiles locaux que nous avions avant dans notre groupe, afin aujourd'hui donc d'accompagner l'ensemble de nos entités, aussi bien en France qu'en Inde et qu'en Roumanie. Voilà donc pour les présentations. Rentrons maintenant dans notre sujet d'architecture agile qui a démarré dans notre groupe vers 2018, tout d'abord par la production d'un white paper par la communauté d'architectes et qui a contribué au lancement de la construction d'Open Agile Architecture dont vient de parler Jérôme. Par rapport à ça, on a avancé, on a expérimenté et donc été décidé et priorisé par le comité d'architecture ainsi que le comité stratégique de transformation agile à l'échelle du groupe de réunir à la fois les architectes mais aussi les experts agiles et puis de chercher à documenter ce vaste sujet et de partager donc l'expérience des pionniers. Un petit peu ce que nous a présenté tout à l'heure Odile, il y a ceux qui sont early adopters, et puis par rapport à ça, on va chercher effectivement à partager tout ça pour pouvoir le rendre plus accessible au plus grand nombre. Alors Florence, dis-moi, quand on associe architecture et agile à l'échelle, ça veut dire quoi concrètement ? Alors du coup, pendant nos ateliers, on s'est posé 3 questions essentielles et ce sont celles qui nous ont drivé pendant plusieurs semaines. La première, c'était finalement comment maintenir la cohérence entre l'architecture et l'agilité à l'échelle. Et du coup, comment faire en sorte que, sans que l'architecture en fait intentionnelle et prédictive ne soit un obstacle à la réactivité qu'on demande finalement quand on est en agile. Ça, c'est notre première question essentielle. La deuxième, c'était de se dire finalement à quel niveau les décisions architecturales doivent être prises dans tout notre écosystème. Et ça a été un sujet assez vaste que nous avons eu. L'idée, c'est vraiment de se dire finalement tout ce qui est enablers est souvent dépriorisé
par rapport aux features qui sont plutôt fonctionnelles. Donc, c'est comment faire en sorte que ça le soit moins et surtout plus efficacement. Et la dernière question, finalement, c'est comment enfin établir une vraie collaboration entre nos architectes et nos équipes. Alors voilà pour nos 3 questions essentielles. Jérôme, je te laisse la main sur les solutions que nous avons du coup abordées. Merci Florence. Alors déjà, on voit apparaître un certain nombre de termes en lien avec ces concepts et pratiques sur ces 2 sujets que sont l'agilité et l'architecture. Donc le groupe de travail dont tu parlais, Florence, qui a démarré début 2023, donc a travaillé sur les concepts clés d'abord et sur les pratiques qui sont liées à ces 2 thématiques et que nous aborderons dans la suite de cette présentation. Donc tout ça, c'est expérimenté dans l'ensemble du groupe Société Générale. Ça se dissémine petit à petit, les gens se l'approprient et ça mérite d'être encore plus diffusé, de passer à l'échelle. Voilà. Alors avant de venir dans le détail sur ces pratiques, on va revenir sur quelques convictions. Alors la première conviction, c'est il faut s'adapter ou disparaître. Vous connaissez la fameuse phrase de Charles Darwin, la théorie de l'évolution. Donc, ce ne sont pas les espèces qui survivent, ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement de leur environnement. Donc, vous savez que le monde est qualifié de VUCA. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler ce que signifie l'acronyme. Donc, il est frappé de crises violentes, de plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes. Covid, l'agression de l'Ukraine par la Russie, le changement climatique, etc., etc. Une petite dissolution pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Et les régulateurs, après chaque crise, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils renforcent les exigences réglementaires, la régulation. Donc le groupe Société Générale, c'est 160 ans d'histoire. On les a fêtés début mai, avec des périodes de très forte croissance et d'innovation, qui ont été rendus possibles par une culture de subsidiarité et en même temps d'industrialisation. Donc le résultat, c'est que les systèmes se sont empilés au cours du temps et qu'il en résulte un accroissement de la complexité qui limite aujourd'hui l'agilité business. Du coup, on se méfie de ce que je qualifie du syndrome du Titanic. Donc, c'est un gros système solide, puissant, sûr de lui-même. Et comme vous le savez, l'inverse de fragile, c'est pas solide. C'est, vous savez, qui sait me dire? Antifragile. Antifragile, donc il y a un livre de Nicolas Taleb qui développe ce concept. Très intéressant, je vous recommande. Donc en fait, on veut améliorer notre aptitude à nous adapter, notre manœuvrabilité. Et donc l'injonction, c'est be agile, soyez agile. Alors du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour être agile? Très bonne question, Florence. Alors comment on fait? On peut commencer par appliquer un framework d'agilité à l'échelle. On a parlé un peu aujourd'hui, notamment lors de la conférence d'introduction. C'est un bon début, mais on a eu, Société Générale, une intuition en 2018, d'où la création du standard de l'Open Group Open Agile Architecture, puis de sa continuation, la communauté Continuous Architecture qui développe des pratiques, opérationnalise le standard qui est un peu théorique avec des pratiques opérationnalisables. Donc l'architecture, la conviction, c'est que l'architecture peut apporter de la valeur à l'agilité, même à petite échelle, et surtout dérisquer le passage à l'échelle. Donc à l'échelle d'une équipe, entre guillemets, petite échelle systémique, donc l'agilité apporte de la valeur, donc avec des principes, des concepts, qui sont notamment issus du marketing produit. Donc on parlait de Christensen tout à l'heure dans une précédente conférence. Et en fait, les coachs agiles et les architectes d'entreprise ont un objectif commun qui est d'éliminer le faux agile, en bon anglais, dénoncé par Martin Fowler, comme vous le savez probablement. Maintenant, si on considère les niveaux systémiques supérieurs, donc à l'échelle des équipes d'équipes, d'un groupe complet dans son environnement,
l'architecture apporte également de la valeur. Donc, un système de grande taille doit avoir une structure, une colonne vertébrale suffisamment résistante pour ne pas s'effondrer sur lui-même. Et pour qu'il soit rapidement manœuvrable et transformable, son architecture doit être modulaire. Donc, il est intéressant d'entendre ce que disait le patron d'ABN AMRO, donc c'est une banque néerlandaise. Il disait, à mesure qu'on avance dans notre transformation agile à l'échelle, et eux, ils ont commencé il y a très longtemps, on découvre de nouvelles sources d'inefficience, dont de multiples passages de relais entre les équipes qui s'attendent et consacrent beaucoup de temps et d'efforts à se synchroniser. Donc, on parlait de flux ce matin, et donc, ma vision du problème, c'est l'architecture qui permet d'améliorer les flux, architecture for flow. Donc, en fait, quand on passe l'agilité à l'échelle, l'auto-organisation, l'émergence atteint ses limites. Et le fait d'appliquer, donc on parlait by the book, c'est ce que disait Odile, merci, en introduction ce matin. Appliquer quel que soit le standard, un standard d'agilité à l'échelle by the book, c'est comme ce qu'on qualifie d'un risky shortcut en bon français. Donc on risque de faire de l'agile, mais finalement de ne pas être agile. Donc, on a l'output, mais on n'a pas l'outcome. Illustration. Donc le but, c'est de l'être. Et donc, en plus de la dimension culturelle et organisationnelle de l'agilité, que vous connaissez bien, il y a quand même une dimension structurelle et donc architecturale. Pour dérisquer le passage à l'échelle de l'agilité, donc il faut architecturer, sans que l'architecture soit un obstacle à l'agilité, mais au contraire la facilite en fluidifiant. Donc, je répète le terme, architecture for flow. Donc finalement, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut à la fois agiliser l'architecture et architecturer l'agilité. Alors Florence, comment peut-on faire cela? C'est toi qui as la réponse. C'est toi notre architecte préféré. Je pose des questions et je fais des réponses. Alors vous voyez s'afficher 5 building blocks, les boîtes grises, qui sont à architecturer. Donc on part du client, d'en haut, et du client à qui on veut apporter de la valeur, une valeur perçue par une expérience. Donc, ce qu'on appelle en bon français les objectifs de l'expérience. Puis ensuite, on descend, on rentre dans le système, sur les produits, digitaux ou pas, les opérations qui font fonctionner les produits et les services, les systèmes techniques, digitaux, l'informatique, qui supportent et augmentent les opérations et les produits. Et enfin, important, l'organisation. Donc tout ça n'est pas séquentiel. Enfin, le fait d'architecturer ces 5 boîtes, c'est pas séquentiel, c'est concurrent et itératif. J'attire votre attention sur la flèche qui est en bas, Mirrors, qui porte un phénomène, il y a l'organisation. Donc c'est Melvin Conway qui a observé que toute organisation qui conçoit un système concevra une structure qui sera la copie de la structure de communication de l'organisation. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, en plus on vient de déjeuner. Pour dire simplement, c'est qu'une organisation silotée produira un système siloté de la même façon que l'est l'organisation. Alors, parmi une vingtaine de concepts et pratiques d'architecture agile, on a sélectionné 5 pour cette présentation. Vous me dites si je suis à la bourre. Et on va essayer de vous présenter ça de façon un peu courte. Donc le premier, on part de tout en haut. C'est le concept de job to be done, qui aide à bien poser un problème du point de vue de celui à qui l'on veut faire percevoir de la valeur via une expérience. Donc une fois que le problème est bien posé, on peut réfléchir aux solutions possibles en termes de produits ou services avec une approche dite test and learn. Ensuite, Emmanuel en a parlé, l'IPA pour Initial Product Architecture. Donc, c'est le cadre d'autonomie pour les équipes agiles. Le refactoring, je le cherchais, on l'a mis en bas. Le refactoring,
donc qui permet d'avoir une approche test and learn, l'amélioration continue, et puis un certain nombre d'autres pratiques. Donc là, on va passer très vite, mais comme le domain driven design, donc qui peut être tactique ou stratégique, les ADR pour architecture decision record, etc. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais ce qui est important ici, c'est la nature systémique et non cartésienne de la décomposition. Donc fondamentalement, architecturer, en fait, c'est clore des espaces et concevoir des liens, des interactions, de communication entre ces différents espaces. Donc cela s'applique aux 5 building blocks avec une obsession, c'est limiter les dépendances et modulariser à la bonne granularité. Il faut trouver le bon équilibre entre le couplage faible et la cohérence forte, qui est le graal des architectes. Alors, ce découpage de ces 5 building blocks s'affine de façon progressive et résulte donc de la combinaison de l'architecture intentionnelle et de l'architecture émergente. Alors, qu'est-ce qui change ? Alors, le point fondamental, c'est de donner une vraie autonomie aux équipes. J'insiste sur le vrai, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Donc, autonomie pour prendre des décisions. Donc, une très grande majorité de décisions qui doivent se prendre sur le terrain avec les informations les plus proches de la réalité. Alors, architecturer agilement un système agile requiert de revoir quelques principes. On a parlé du refactoring, donc, qui n'est pas une erreur, un truc pas bien, comme on pouvait penser auparavant. Et puis, les 8 modèles mentaux qui s'affichent. Je viens de dire que j'avais un écran, c'est bien, c'est pratique. Ça s'améliore. Alors, ça se lit comme le manifeste pour le Agile Software Development. Donc, c'est pas binaire avec le bien, le mal, avant, après. On dit qu'on privilégie la décomposition systémique à la notion d'alignement ou de couche, de layer d'architecture. Donc on parle souvent, on dit il y a le business puis le reste du monde, la couche BDAT, Data Application Technology. On préfère partir de l'espace du problème et pas de l'espace de la solution. Donc c'est une démarche entrante outside in, par des jobs to be done, dont on parlait tout à l'heure. C'est évidemment drivé par la valeur et pas par les exigences. Et on priorise les effets, les impacts, les outcomes, et pas uniquement des features. Et tout cela est concurrent et itératif, c'est pas séquentiel. On préfère produire l'architecture de façon continue, d'où le terme continuous architecture, plutôt qu'avec un big upfront design qui produit un gros dossier d'architecture qu'on va essayer de respecter pendant toute la phase de construction. Donc en fait, on teste, on apprend et on n'échoue plus. Alors, on privilégie, chose importante, la chronologie ouverte du produit à la chronologie fermée du projet. Alors en effet, l'approche produit qui part bien de l'espace du problème avec une phase de discovery, problem discovery, client discovery, product discovery, avec du feedback direct du client, évidemment centré sur la valeur, c'est un levier formidable de transformation. C'est-à-dire que le shift d'en bas va induire tous les autres shifts. Et voir notamment le livre qui est sorti au mois de mars de Marty Kagan, qui s'appelle Transform, et qui explique comment passer au Product Operating Model. Et puis, vous pouvez également intégrer la communauté Continuous Architecture qui essaie de développer, de disséminer, de diffuser les pratiques d'architecture agile qui donc opérationnalisent le standard Open Agile Architecture Framework. Voilà. Donc, on a parlé d'architecture intentionnelle, slide d'avant, d'architecture émergente. Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire ce qui change à ce propos? En effet, Jérôme, comme on l'a vu avec... Oh là là, qu'est-ce que tu nous fais? Je sais rien, moi. Ah bah, c'est pas moi qui... Bon. Assistance. Bon, en attendant qu'on soit repositionné sur le bon slide, c'est pas mal, on n'est pas loin. 13. Yes. Voilà, c'est bon, parfait. Donc, comme on l'a vu effectivement dans le groupe de travail qui réunissait architectes et agilistes, les architectes connaissent assez bien cette architecture intentionnelle qui correspond à l'approche classique en fait de l'architecture et qui va tenter d'anticiper au mieux les besoins futurs
Et c'est donc ce qu'on pourrait dire la définition d'une cible à long terme. Seulement, je pense que vous le savez, quand on est dans un domaine complexe, où on peut être loin de l'accord sur les exigences, ou encore dans une grande incertitude concernant les technologies à adopter, eh bien là, on peut faire appel donc aux pratiques adaptatives, si on veut utiliser autre chose que le terme agile. L'agilité pour le software développement, et on va parler d'architecture émergente, donc qui va consister à faire évoluer le système pendant le développement. Alors, il ne faut pas se tromper, l'architecture émergente ne remplace pas l'architecture intentionnelle. Comme vous pouvez le voir représenté ici, c'est une question d'équilibre. Un équilibrage à opérer entre cette architecture opérationnelle et cette architecture émergente en intégrant le Lean Agile Mindset. Et cet équilibre, il est continu, parce qu'effectivement, il y a des aléas tout au long de la vie et cycle de vie du produit. Alors, on peut reprendre cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Cette phrase pourrait être la devise en fait des architectes d'entreprise et s'applique particulièrement bien aux travaux d'architecture initiale qu'on sera amené à revoir très rapidement. Mais avant ça, Florence, que peut-on ajouter concernant les principes de la transformation agile à échelle? Alors, très simplement, nous, dans notre Target Operating Model, qui a vu le jour en début 2021, l'idée, c'était justement de centraliser pour tout notre groupe le déploiement de l'agilité à l'échelle. Et on avait défini 6 principes, ce sont les 6 principes que l'on voit là. Et nos ateliers avec les architectes nous ont amené à ajouter un pilier supplémentaire, que je vous mets là en couleur. C'est vraiment ce côté continuous improvement, amélioration continue du coup, et refactoring. Pourquoi? Parce que ça vient faciliter et ancrer ce côté test and learn qui est si indispensable à l'agilité. Donc, c'est ce qu'on a changé de plus marquant dans notre Target Operating Model et qu'on essaye de faire appliquer. L'idée maintenant, ça va être de rentrer, on va vous présenter, puisque Jérôme vous a parlé de Job to be done, d'ADR tout à l'heure, on a parlé refactoring comme ici. On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail de chacune de ces pratiques. Et du coup, je te laisse la main sur justement le premier, Jérôme, les Job to be done. Alors, les Job to be done aident à mieux cerner où réside la valeur du point de vue du client, de l'utilisateur, et par quelle expérience il pourrait s'en approcher, en bénéficier. Alors, c'est un concept qui vient du marketing. Donc, le terme a été inventé par Clayton Christensen, dont on parlait déjà précédemment, dans le cadre de ses travaux sur les innovations de rupture à la fin des années 90. Donc, ce sont des travaux qui sont aussi importants que ceux de Peter Drucker ou Michael Porter, que vous connaissez probablement, les chaînes de valeur, etc. Donc, le terme Job to be done se réfère à ce qu'une personne cherche réellement à accomplir dans des circonstances données, ainsi qu'à ce qui motive et détermine son comportement dans sa recherche ou pas, consciente ou inconsciente, de solutions. Donc, un job to be done, c'est un but ou un objectif qui est indépendant de la solution. Donc, il se situe vraiment dans l'espace du problème et pas dans l'espace de la solution. Et il laisse ouvert le champ des possibles. Ça, c'est très intéressant parce que ça favorise l'innovation sur la façon dont on va répondre au job to be done, à son problème, à sa frustration. Donc, vous voyez en bas de l'écran un pattern qui permet d'exprimer un job to be done. Donc, ça ressemble au pattern des user stories, mais c'est plutôt en amont, donc c'est purement dans l'espace du problème et c'est utile, complémentaire, pour identifier les personas qu'on utilise beaucoup dans le monde agile. Donc, les job to be done, c'est le point de départ d'une démarche de conception outside-in, comme on l'a vu tout à l'heure, basée sur la valeur. Alors, cerise sur le gâteau, quand vous avez récolté plein de job to be done, plein de problèmes, vous êtes chercheur de problèmes, vous pouvez les regrouper par affinité, par ressemblance, et puis ça vous donne une carte avec des invariants qui vont structurer finalement l'entièreté du système. Et donc, si vous connaissez même approximativement l'architecture cible du système, vous pouvez calquer l'organisation des équipes agiles dessus. Donc, ça va éliminer by design les dépendances évitables. Et c'est ce qu'on appelle la manœuvre inverse de Conway.
Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta bière là? Oui, enfin plutôt donc l'Initial Product Architecture, ou en français, voilà. En français, architecture du produit initial, c'est ce qui va poser en fait l'intention. Ou autrement dit, le problème en fait auquel le produit va devoir tenter de répondre. Donc on va recenser les jobs to be done du client, de l'utilisateur. On va aussi dans cette IPA intégrer un embryon de business model et puis aussi d'operating model d'une certaine manière, et les principales briques qui vont constituer le système technique. Il faut voir l'IPA tout simplement comme l'architecture intentionnelle initiale du produit. C'est ce qui fixe le cadre d'autonomie pour les équipes agiles pour pouvoir justement commencer à développer, et souvent on va parler donc du MVP. Sur l'illustration que vous avez ici, vous demandez peut-être pourquoi on a mis des ponts et des passerelles. Eh bien, le problème pourrait être justement de traverser une vallée. Dans l'illustration de gauche, les architectes ont fourni aux équipes en charge du développement les moyens nécessaires, minimum et viables, pour pouvoir justement répondre à ce problème de manière simple et donc traverser la vallée avec quelque chose d'assez rudimentaire. Cette architecture, elle va évoluer dans le temps. Si on a validé justement l'idée de ce principe de pont, et pourra de passerelle, et nous aidera à aller vers quelque chose de plus complexe, plus solide. Et donc c'est la représentation que vous avez à droite avec ce pont de Brooklyn. Donc avec l'IPA, on va décrire une intention, le résultat attendu en termes de valeur, d'outcome. On va également chercher à définir une structure à gros grains pour essayer de tester et confirmer des hypothèses et des décisions d'architecture qui vont comprendre des éléments tels que la structure de modèle d'affaires. Est-ce qu'on est en B2B, B2C, est-ce qu'on est sur une plateforme, le système technique, les building blocks qu'on va devoir assembler progressivement. Et puis le modèle opérationnel qui est plus sur la notion de qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Alors évidemment, d'étape en étape, d'évolution de cette architecture, on a parfois besoin de reconstruire certaines choses. Florence, est-ce que tu peux nous éclairer sur le refactoring ? Yes. Du coup, c'est là que vient le refactoring et l'amélioration continue. Alors, on l'a dit tout à l'heure, nous, on l'a maintenant mis en pilier vraiment du déploiement de l'agilité à l'échelle parmi nos principes. C'est un pilier fondamental. Et l'idée, c'est de se dire, on veut livrer de la valeur rapidement et régulièrement. Donc, on a besoin de cette capacité de test and learn. On en a besoin pour les développements, mais on en a aussi besoin sur la partie architecture. Donc, c'est le refactoring de l'architecture qui permet de s'adapter au fur et à mesure aux besoins futurs du produit. Le refactoring, du coup, quelque part comme avant, quand on faisait, on défait, on refait, c'était vu plutôt comme un centre de coût et un échec potentiellement de l'architecture qui est mise en place au tout début. Là, au contraire, c'est un prix qui est assumé, un prix à payer assumé pour pouvoir délivrer de la valeur rapidement. Et puis, ça permet plusieurs choses. La première, c'est d'améliorer effectivement l'évolutivité, la maintenabilité de nos produits. La deuxième, c'est d'améliorer la performance de notre système et l'efficacité de nos équipes. Ça réduit aussi les dépendances entre les composants applicatifs, logiciels et les équipes qui en ont la responsabilité. Et enfin, ça réduit quelque chose qui est essentiel, et nous, on le voit à grande échelle puisqu'on est quand même un grand groupe. Et comme le disait Jérôme, on a 160 ans, donc autant vous dire que les systèmes informatiques, ils sont quand même assez denses et costauds. En fait, ça nous permet de réduire aussi la dette technique au fur et à mesure. Et ça, pour nous, c'est capital et c'est clé dans notre évolution à venir. Évoquons maintenant quelques éléments. On a parlé de DDD, donc Domain Driven Design. Emmanuel, je te laisse la main. Oui, je reprends. Effectivement, donc on a mentionné l'importance de segmenter l'entreprise, et donc le Domain Driven Design, ou DDD, est un outil majeur de l'architecture agile qui offre globalement une approche globale pour ce faire. Le DDD propose en fait des modèles et des pratiques qui vont permettre de délimiter les domaines, d'organiser les équipes, de clarifier les responsabilités, de favoriser une compréhension commune,
d'ajouter les ressources en fonction des enjeux et optimiser aussi les dépendances sociales. Là, on va parler de la relation entre les équipes, mais aussi les dépendances techniques, c'est-à-dire entre les composants applicatifs et logiciels. Sur l'exemple qui est présenté ici, qui est donc une voiture, qui pourrait donc le produit, et qui pourrait correspondre aussi à un domaine métier, cette voiture, elle est composée de pièces détachées, conçues et fabriquées par différentes équipes, puis assemblées grâce à des connecteurs qui vont être standards, des charnières, des clous, etc. Et un plan d'assemblage qui va permettre de préserver la cohérence globale. Donc on est sur des aspects de modularité. Regardons un atelier qui est proposé dans le cadre du domaine d'event design qui s'appelle donc l'event storming, un atelier à la fois visuel et collaboratif, assez clé et qu'on peut utiliser notamment pour découvrir et partager ensemble un value stream opérationnel. On va rassembler ici dans un temps limité, généralement 1 à 2 journées, à la fois les experts métiers et IT pour modéliser un parcours client. Et cette méthode permet de regrouper du coup un ensemble de connaissances éparses sur ce parcours client et d'aligner les parties prenantes pour une compréhension commune. Et ça se déroule généralement en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'identification des événements métiers, puis la délimitation de ces domaines métiers, qui correspondent généralement à des compétences. On va parler de capabilities au sein de l'entreprise. Puis l'identification des équipes. Cette fois, cette notion de responsabilité. Qui est-ce qui prend la charge de tel ou tel process ou l'orientation des choix d'architecture que l'on va avoir autour de ça. Puis on va itérer pour affiner les événements et identifier les tâches métiers, les écrans utilisateurs, les objets métiers qui cette fois vont alimenter les backlogs d'évolution. Donc voilà, c'est un atelier qu'on peut vous recommander et qui va permettre effectivement de faciliter toute cette compréhension. Alors, on le recommande d'autant plus que c'est probablement, on parlait des 25 pratiques qu'on a dans notre boîte à outils, c'est celle qui a le meilleur rapport qualité-prix entre guillemets, c'est-à-dire qui produit le plus de livrables utiles en peu de temps et d'efforts. Florence, qu'est-ce qu'on a vu d'autre concernant le domaine driven design? Alors moi j'ai une question, enfin j'en ai 3. Pour quelqu'un du marketing, à votre avis, un client c'est quoi? Je vous la pose à vous. C'est celui qui achète, ok. Pour quelqu'un de la compta, un client ça va être qui ou quoi? Comment? Oui, tout à fait, celui qui paye. Et pour les systèmes d'information, la DSI, c'est qui le client? C'est tous. C'est oui. Potentiellement, c'est effectivement d'autres services. Ces d'autres services sont les utilisateurs de nos applications, qui sont d'ailleurs pas forcément les clients finaux. Si on prend nous à la banque, nos utilisateurs, ce sont nos conseillers. Nos clients finaux, ce sont les clients monsieur et madame lambda. Vous. Tout à fait. Vous. On espère à la sortie. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, derrière un terme, on peut avoir plusieurs significations. Et l'ubiquitous language, en fait, c'est là pour qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'un client et qu'on soit vraiment tous alignés sur ce qu'est un client en fonction des domaines dans lesquels on se trouve. Et de lever justement toutes ces ambiguïtés de langage. C'est donc expliciter vraiment les termes et faire en sorte qu'ils soient aussi, une fois qu'ils sont bien compris, omniprésents dans l'ensemble de nos communications. Que ce soit dans les stories, par exemple, dans les épiques, dans la façon de les rédiger, et du coup que ça puisse être vraiment compris à tous les niveaux de la même manière. Et c'est quelque chose qui est clé. On le voit là sur le mot client, mais finalement, on l'a sur plein d'autres mots où il y a énormément d'ambiguïté et on ne parle pas toujours de la même chose. On l'a vu, nous, et on l'a vécu pendant nos ateliers, pendant des semaines, où il a fallu qu'on explicite quand même un certain nombre d'éléments. Jérôme, je te laisse la main, puisque celui-là, c'était le plus facile, en fait, des concepts. Je te laisse la main sur ce qu'on appelle un ADR, justement. Donc, ADR pour Architecture Decision Record. Donc, c'est la 5e et dernière pratique qu'on va voir ensemble. On en a d'autres, mais on a le temps, on est très à la bourre. Non, il reste 10 minutes. Ouais. Donc, on garde le rythme.
Donc la pratique des ADR permet d'uniformiser les décisions d'architecture et de les référencer, de les diffuser, ce qui aide quand même à ce qu'elles soient connues et respectées de tous. Donc l'intérêt des ADR, c'est de tracer, d'enregistrer le contexte et les motivations des décisions d'architecture, d'anticiper leurs impacts et de faciliter la cohérence entre les différentes décisions, cohérence entre elles, qu'elles soient, je ne sais plus où j'en suis, intentionnelles ou émergentes. Donc il est possible d'outiller cette pratique, donc la production des ADR, donc éventuellement avec ce qu'on appelle du doc as code, un document as code, ce que les développeurs connaissent bien, et puis d'outiller le suivi de ces décisions. C'est-à-dire que ça permet de faciliter les inversions de décisions, puisqu'on fait du test and learn, donc forcément parfois on arrive dans un cul-de-sac, on fait demi-tour et on va essayer autre chose. Donc il faut inverser des décisions et c'est ce qui permet donc la manœuvrabilité, donc le test and learn. Donc les ADR sont aussi un catalyseur de l'autonomie, on en parlait tout à l'heure, la vraie autonomie. Donc ça permet de déléguer, de laisser les gens prendre des décisions sur le terrain, puisque ces décisions en fait sont publiques et visibles de tous, et que donc des gens peuvent intervenir et dire oui, mais lorsque vous avez pris cette décision à l'époque, vous n'aviez pas telle information. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait qu'on revoie si c'était la bonne décision, ou si on devait la reprendre dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce qu'on prendrait la même décision. Voilà. Donc c'est toujours intéressant. Donc on a fait plusieurs meet-up avec la communauté Continuous Architecture l'année dernière. On va peut-être en refaire cette année. Donc c'est une pratique quand même qui est assez intéressante. Donc les travaux du stream Agile Agile Architecture de la Société Générale se poursuivent. Donc on a fait ça tout 2023 et on continue. Donc, notamment sur les aspects gouvernance et prise de décision. Donc, on parle d'architecture decision record, donc d'enregistrement d'une décision d'architecture. Mais qu'est-ce qu'une décision d'architecture finalement? Alors, pour un architecte d'entreprise, tout est architecture. Donc, c'est pas compliqué. Donc, parfois, on parle même d'any decision record pour les ADR. Voilà, c'est-à-dire que restructurer des équipes pour le management, c'est pas forcément de l'architecture. Pour nous aussi. Bon, enfin bref, on dispose d'une ébauche de cadres de prise de décision, les décisions entre guillemets importantes, réversibles ou irréversibles, pour aider et faire en sorte que tout ça reste fluide dans notre operating model. Donc la pratique des ADR, c'est quand même un complément assez pertinent du domaine driven design dont nous parlaient Emmanuel et Florence. Maintenant, Emmanuel, est-ce que tu peux nous éclairer sur la suite de nos travaux? Oui, on va parler des prochaines étapes et après, on pourra passer aux questions, si vous en avez. Donc, en résumé, hein, ce groupe de travail a souligné les concepts, les pratiques de l'architecture agile et un ensemble de choses qui sont réellement je dirais implémenté, c'est-à-dire que c'est pas généralisé dans notre groupe, mais on est bien sur des pratiques existantes. Donc, nos fameux pionniers ont cherché effectivement à relater les points positifs et parfois axes d'amélioration sur certains de ces sujets. Et donc, on va continuer à en explorer d'autres. Hein. On est vraiment un peu dans la partie recherche et développement. Et puis, c'est aussi une manière pour nous d'aborder le sujet de l'agilité avec les architectes. On ne compte pas faire des feature teams dans l'architecture, c'est pas le sujet. Donc l'approche produit sera approfondie. Ça, c'est de toute façon un sujet de fond. On intégrera aussi parfois sûrement d'autres outils venant du DDD, qui est quand même un sujet assez riche. Notamment ici, on voit le context map, qui est une sorte de plan d'assemblage. Il ne faut pas oublier que tout ça doit s'interfacer avec un paysage applicatif monolithique existant et parfois assez important quand même dans nos DSI. On se posera aussi des questions concernant la gouvernance et le financement des produits, rôle et responsabilité des architectes, gouvernance, modèle de gouvernance pour les décisions d'architecture, budget capacitaire qui nous permettrait donc d'être assuré de conserver notre capacité d'amélioration continue, qui est chère à l'agilité, on l'a vu. Voilà, donc ce n'est que le début de l'histoire. On vous engage à aller suivre peut-être le même chemin et nous partager aussi vos expériences par rapport à ça. Il nous reste